Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers collègues, nous y voilà. Alors, pas en demi-finale, je veux dire que si la métaphore, comme d'habitude, était percutante, ça m'a laissé songeur, je ne sais pas qui a été éliminé en quart de finale, Monsieur le Président. Et si on jouait à domicile, bon, je préférerais l'ivresse des sommets, savoir que pour le moment, on a grévi la Paglia Orba, peut-être le Cinto, et probablement dans les mois et les années qui viennent, il nous reste à gravir d'abord le Mont Blanc et peut-être l'Everest. Je crois que c'est dans cette échelle de difficulté qu'il faut resituer le parcours qui va s'amorcer, parce qu'on a bien fait de rappeler les uns les autres qu'on est au début des difficultés. Alors bon, à défaut de gravir l'Everest, moi hier soir, pour la première fois depuis 2008, sur le coup de 16 heures, j'ai gravi les 3 étages qui m'ont conduit au bureau du président de l'exécutif pour une rencontre, comme on a l'habitude de faire, ensemble. De temps en temps, on se donne rendez-vous téléphonique et puis on parle. Les Corses doivent savoir qu'on se parle entre élus. Et je dis ça pourquoi? Parce que ce bureau est très bien décoré et il y a une superbe photo en noir et blanc. Et comme je suis un peu photographe, je me suis toujours posé la question, je m'adresse aux photographes, de savoir d'où venait une grande photographie. Et tous les photographes, de Man Ray, Helmut Newton, en passant par Depardon, Cartier-Bresson, vous diront toujours la même chose. Et c'est à la lumière de ces 2 qualités que je voudrais aborder le sujet. Ils vous diront d'abord qu'il faut une focale courte, c'est-à-dire qu'il faut s'approcher du sujet pour bien voir la profondeur de champ. Et sur ce sujet, je pense qu'il faut bien s'en approcher et voir quel est le décor de fond, voir ce qu'on ouvre derrière. Et puis ils vous disent qu'une bonne photo, elle est prise, selon le concept de Cartier-Bresson, à l'instant décisif. Et je crois réellement, sans majorer l'instant que nous vivons, que c'est un instant décisif, qui réclame donc qu'on s'approche du sujet et qu'on aille au plus profond des choses pour que les Corses qui nous écoutent, celles et ceux qui s'interrogent sur la façon dont nous avons travaillé et dont nous arrivons à cette première conclusion d'une première étape de nos travaux, savoir ce qui s'y est passé et dans quelles conditions. D'abord, les conditions de la légitimité, parce que beaucoup s'interrogent, mais au nom de qui on parle, au nom de quoi on parle? Alors, pour ce qui me concerne, je parle au nom d'un parcours d'hommes et femmes que j'ai rencontrés, qui m'ont accompagné, y compris jusqu'à conduire une liste en 2017. Et puis j'ai uni mes efforts avec Laurent Marcangeli, avec Valérie, avec d'autres aussi. C'est au nom de cela que je parle. C'est au nom du groupe, en tout cas d'une partie du groupe qui me suit dans cette approche. C'est au nom probablement d'une masse significative, c'est des centaines, c'est des milliers, c'est des dizaines de milliers, je n'en sais rien, d'hommes et de femmes qui ont une pensée alternative en ce moment dans l'opinion. Et ceux-là, ce sont, celles-là, des hommes, des femmes libres. Je répète, je suis le porte-parole d'hommes et de femmes libres qui n'entendent sur ce sujet céder ni à la pression, ni au chantage, ni à la menace, d'où qu'elle vienne, qu'elle soit locale ou qu'elle vienne de Paris. Et la première de ces pressions, gentillettes, Monsieur le Président, c'est vous qui en êtes victime, à travers nous. Je n'ai toujours pas compris pourquoi, depuis le 5 juillet dernier, ayant constaté que 75% de l'Assemblée s'était porté sur un vote, pourquoi on vous fait injonction gentillette, mais quand même, c'est suffisamment répété pour que ce soit interprété de la façon, d'élargir cette base. Mais dans quelle démocratie on dit qu'on va poursuivre un processus, une discussion, au-delà de 75%? Il y a des gens qui font des 49.3, et qui n'ont même pas 51%. C'est les mêmes qui nous demandent d'aller au-delà de 75%, en tout cas qui vous demandent d'aller au 75%. Je dirais que c'est une des portes d'entrée du problème
qui fait qu'on se retrouve dans des situations aujourd'hui, pour certains, dérangeantes. On a fini par mettre mal à l'aise la majorité qui ont fini presque par culpabiliser de ne pas arriver à satisfaire cet objectif de dépasser ce seuil des 75%. Et nous qui serions tentés de se sentir coupables de ne pas atteindre avec vous cet objectif. Donc ça mérite d'être posé. Ça, c'est la question de la légitimité. Lorsqu'on s'y penche encore plus près sur le sujet, il y a la question du doute. Vous n'imaginez quand même pas que nous serions enfermés dans une citadelle de certitude et que nous n'avons pas douté. On évolue avec le temps, avec les générations, avec des échanges dans cet hémicycle et ailleurs, évidemment qu'on doute. Même si je veux ajouter que dans notre société corse, ça fait partie des malaises que je veux poser. C'est difficile de douter, hein. À force de nous apprendre à penser contre nous-mêmes, à force de nous apprendre que la vérité, elle est dans le camp d'en face, à force de nous dire qu'il faut aller marcher dans les sabots de l'autre, à force d'être assénés par une doctrine qui est la vôtre depuis des années et que vous avez supportée mieux que quiconque dans l'opinion. Oviuli. Campemmo settimana santa. Ci è messo un coup cardinale. Même le cardinal s'y est mis sur l'autonomie. C'est difficile de nourrir dans notre société une pensée alternative. Eh bien, nous y sommes arrivés, non pas pour le seul plaisir d'apporter la contradiction, parce que nous siégerions dans les bancs de l'opposition. D'abord par devoir de représenter celles et ceux qui nous ont mandatés et qui nous ont placés dans l'opposition, mais aussi parce qu'à un moment donné, je le disais à Paul Félix tout à l'heure, on a fait un choix. Un philosophe, je crois que c'est Hegel, qui disait on choisit toujours davantage la chaussette reprisée que la chaussette déchirée. Mais il dit c'est l'exact contraire de la conscience. Moi, entre une conscience déchirée par le doute et une conscience reprisée, c'est-à-dire une conscience qui copie celle de l'autre, par nature, je préfère avoir la conscience déchirée, je préfère douter et creuser le problème. Et dans une société où la pensée unique est à ce point installée, vous avez des gens qui, par fatigue informationnelle, finissent par basculer sans bien réfléchir. Eh bien, moi, je fais partie des gens qui réfléchissent et qui nourrissent un esprit critique. Vous connaissez la devinette? Le crayon et la gomme coûtent 12 €. Le crayon coûte 10 € de plus que la gomme. 95% des gens spontanément vous disent que la gomme coûte 2 € et le crayon 10 €. Ça, c'est par fatigue informationnelle. Ils ont la paresse d'aller décrypter la problématique. Et c'est ce qui se passe dans l'opinion. Vous êtes, et c'est un succès, arrivé à distiller l'autonomie, puisque c'est de ça dont on va parler, comme le sujet qui n'appelle pas d'alternative. Alors, on ne va pas s'excuser d'avoir posé une alternative. D'où vient cette alternative? Elle vient de ce que, d'abord, nous avons accepté. Parce que, resituons les choses. Le décès d'Ivan Colonne, c'était très bien dit avec, je répète, la lucidité ravageuse de notre ami Paul Squassane. La réponse qui est donnée, qui ne correspond pas à la demande de la rue, hein. La réponse qui est donnée, c'est autonomie, puis on avance. Mais est-ce qu'on peut rappeler, sans rentrer dans une compétition de savoir, consisterait à savoir qui a fait le plus d'efforts? Est-ce que l'opinion a intégré que nous, là d'où l'on vient, l'autonomie, on ne l'a pas proposée et on ne l'a pas demandée? C'est vous qui l'avez demandé, c'est le gouvernement qui l'a proposé. Ça fait de nous des êtres peut-être plus libres pour y aller, ou ne pas y aller. Est-ce qu'on a fait le choix de ne pas y aller? Est-ce qu'on a boudé? Est-ce qu'on a pratiqué la chaise vide? Non. On est rentré avec nos trajectoires, mais en responsabilité et
c'est ce que montrera bien le vote tout à l'heure, en responsabilité dans ce processus, dans ce travail qu'on a mis en partage entre nous et qu'on a mis en partage avec l'État. Pour arriver à quoi? À admettre, je pars du plus difficile a priori, mais qui est le sujet qui sera celui qui consacrera ou pas nos efforts. Plus difficile, c'est de convaincre, mais pas de nous convaincre entre nous. On a bien vu les limites, de convaincre l'opinion. Donc le sujet qui est le plus évident, c'est la consultation. On est rapidement tombé d'accord. Nous, on tombe d'autant plus rapidement d'accord qu'on vous le dit depuis le départ. Ce processus, il souffre d'un déficit de consultation. On a été dans l'entre-soi. On s'est retrouvé à 8 élus, place Beauvau. Ce n'est pas de votre faute, Monsieur le Président. Je ne vous accable pas. Le fait est qu'à ce jour, les conditions ont été réunies pour que nous travaillions dans l'entre-soi. Que la collectivité soit la matrice, et je l'assume, des évolutions institutionnelles, c'est une chose. Il y a dans les tribunes des gens qui n'ont jamais été consultés, ou pas assez. Donc on prend des décisions qui les engagent, car aujourd'hui on ouvre ou pas le champ des possibles. Donc premier sujet, je l'évacue assez rapidement, bien entendu, nous voterons sans la moindre ambiguïté l'idée qu'il faut consulter. Deuxième sujet, qui est celui qui touche cette fois à la méthode. Ce n'est pas moi qui l'ai dit seulement. Il y a deux demandes qui n'ont jamais trouvé de réponse. La première, elle émane d'un monsieur qui est venu nous rendre visite le 24 février 2022, place Beauvau, pendant 1h30. C'était le président de la République. Il dit plusieurs choses. Il parle d'identité méditerranéenne, il parle de reconnaissance, et puis il pose une question. Comment voyez-vous la Corse en 2050 ? Et Madame la Présidente, vous m'avez fait le plaisir de m'inviter l'autre jour à une rencontre avec l'Assemblée à Diadjuentu. Au bout de ces échanges au plus haut niveau, qu'est-ce qu'on retrouve? Un jeune, ce n'était pas un acharné de la République, hein, le jeune, si j'ai bien compris. Et il nous demande, en considérant que nous avons l'âge qu'il aura dans 25 ans, quelle Corse vous préparez pour 2050? Donc, il y a quand même ce sentiment d'avoir pris le film à l'envers. Est-ce qu'on a répondu à qu'est-ce qu'on veut pour 2050 et après, derrière, on y mettait l'institutionnel? On a pris le film dans l'autre sens. Aujourd'hui, je vous mets au défi de répondre à ceux qui sont dans le public, à ceux qui nous écoutent, de leur dire, de leur affirmer, de leur développer l'idée qu'on se fait de la Corse en 2050. Or, la seule réponse qui a été donnée pour l'heure à celles et ceux qui nous écoutent, qui suivent les débats, et au président de la République, et à ce jeune, et à d'autres sûrement, c'est une réponse institutionnelle. Eh bien, nous, on voit. Et comme on a été pris, nous aussi, dans ce labyrinthe, nous, la Corse qu'on voit en 2050, c'est une Corse qui aura et sera pourvue d'un statut d'autonomie. Ça ne préjuge pas des travaux qui viendront derrière. Mais à ce stade, c'est la seule réponse qu'on a donnée. Et donc, vous avez une jeunesse qui se sent naturellement orpheline d'un espoir à ce stade. Mais il n'y a pas que la jeunesse qui se sent orpheline d'un espoir. On a laissé l'avenir en jachère pour le moment. Et on se prend dans cette distraction coupable, dans des exquises urbanités, à Beauvau ou ailleurs, à discuter d'autonomie. Et puis à un moment donné, on se pose la question, et vous y répondez. C'est quoi l'autonomie? Et vous, deux commissions que Romain Colonne a précisées, présidées, animées, on arrive à peu près à savoir de quoi il s'agit. Et vous dites ces deux choses, c'est ce qu'on retrouve, et j'en viens au texte, outre la consultation. Vous dites l'autonomie, c'est le pouvoir législatif, et donc il n'y a pas de pouvoir législatif sans autonomie. Et nous, on continue à travailler. On continue à travailler sur un champ qui est préalable. Et là, je veux être sérieux, on n'est pas dans l'anecdote, parce que c'est à mon avis la séquence la plus fertile
intellectuellement et politiquement, que nous ayons produite ensemble. Et c'est pour ça que j'ai insisté pour que nous votions par bloc, parce que celui-là, il prend la mesure des efforts que nous avons faits les uns vers les autres. On part du 5 juillet, où vous êtes sur le peuple, la langue, la terre, etc. Et nous, on occulte cette position, on est sur un sujet beaucoup plus technique, qui va de l'adaptation. Et on se retrouve ce soir avec un sujet commun, qui n'est pas un petit sujet, et qui ne se retrouve pas dans un cahier d'écolier, qui se retrouve dans la hiérarchie des normes, en tout cas françaises, puisqu'au-dessus il y a des directives européennes, au sommet de la hiérarchie des normes de production, de loi, c'est la Constitution. Dans la Constitution, on a un champ que j'appelle le champ de la reconnaissance. Je veux que celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qui nous observent, sachent combien nous avons contribué, quel est le chemin que nous avons parcouru pour parler de communauté linguistique, pour parler de statut de la langue, pour parler du rapport singulier à la terre. Alors on a un déficit de paternité avec le président de l'exécutif, je ne sais plus qui en a parlé en premier. Le fait est que nous partageons, nous contribuons à écrire ce qui, à mon avis, va poser le plus de problèmes dans la suite, le rapport singulier à la terre. Est-ce qu'on mesure là où on est arrivé? C'est ce que j'appelle le champ ontologique, parce que ce sujet-là ne peut pas appartenir à un camp. C'est comme l'indignation qui a suivi le décès d'Yvan Collin. Ce n'est pas cette indignation une indignation d'ordre politique, c'est une indignation qui touche chacun de nous dans ce que nous avons d'humanité. Et la corsétude n'appartient pas à un camp. Simugo saguante boy. Et vous le savez, les Corses doivent le savoir. Donc ce champ ontologique qui consiste à dire qui on est, d'où vient ce sentiment anxiogène de ne plus être ce que nous sommes, il appartient à tous et nous y entrons de plein pied sans la moindre ambiguïté. Et puis on arrive à se diviser à un moment donné. Pas à se diviser pour le plaisir de se diviser, mais parce qu'il y a une démocratie. Pensez à ces dizaines, centaines, milliers, je ne sais pas, dizaines de milliers d'hommes et de femmes ce soir qui ne pensent pas comme vous. Est-ce qu'on peut imaginer que ces gens-là doivent être représentés? Et ils le sont par nous sur un sujet ou sur une porte d'entrée qui est le cœur de nos divergences, c'est ce que vous appelez le cœur nucléaire, c'est le pouvoir législatif. Parce que vous considérez que pas d'autonomie sans pouvoir législatif. Alors, je l'ai dit, je vais le redire, cette définition qui est bue, distillée, répandue de toutes parts, c'est ce que j'appelle, moi, de l'autonormie. Vous produisez de la norme. Mais ça ne suffit pas de dire « j'ai la capacité à produire ma norme, ma propre loi ». Ce soir, en conscience, je vais au restaurant et je me dis « tiens, j'aimerais mieux manger du homard que de la crevette ». Je produis ma norme. C'est mon libre arbitre. Je produis ma propre loi. Mais si cette loi n'est pas corrélée aux moyens, ça reste de l'autonomie conceptuelle. Donc l'autonomie, en réalité, ce n'est pas seulement l'inscription qui consiste à dire « j'ai le pouvoir de la faire, la loi ». C'est de savoir si j'ai les moyens de choisir entre la crevette et le homard. Et là, vous allez me dire « mais c'est renvoyé à la loi organique ». Et ce n'est pas un petit sujet. Et ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est votre ami, c'est De Courson qui vous le dit. Enfin, votre nouvel ami. Il vous dit quoi? Parce que c'est probablement l'homme le plus aguerri dans les travées de l'Assemblée nationale pour ce qui touche aux sujets fiscaux. Il dit, pas d'autonomie sans fiscalité. Et les gouvernants nous l'ont dit, à bas bruit, mais ils nous l'ont dit. Si vous voulez l'autonomie, il va falloir assurer votre autonomie. Assurer son autonomie, c'est assuré par la fiscalité. Alors, même si c'est renvoyé à la loi organique, c'est quoi de la fiscalité pour les gens qui comprennent assez peu ces choses-là? On va prendre un exemple. Par exemple, il y a 500 millions de TVA. À mon avis, c'est là qu'il faut aller chercher. Hein. Bon, on ne va pas aller chercher sur le tabac ou sur les taxes de transport. Bon. Admettons qu'on nous donne 10 points, 20 points. Ça fait 100 millions. C'est bien. Mais les Corses doivent savoir
que c'est donnant-donnant. On nous a bien prévenus, on a bien entendu les mêmes choses. Quand on va vous donner de la fiscalité pour assurer l'autonomie, qui deviendra l'autonomie dès lors qu'elle sera corrélée aux moyens, vous serez contraint à générer des recettes depuis cette nouvelle ressource, où nous serons contraints, puisque nous souhaitons aller jusqu'au bout nous aussi. Et peut-être que nous aurons à gérer ensemble cette autonomie. Les gens qui nous écoutent ne connaissent peut-être pas la situation de la collectivité aujourd'hui. Qui est alarmante. Avant la fin de la mandature, on sera au bord du naufrage. Mais si on va vers une fiscalité qui n'est pas maîtrisée, on va passer du naufrage au sabordage. Parce qu'une fiscalité qui est indexée sur les richesses quand vous ne produisez pas de richesses, c'est un vrai souci. Et je ne dresse pas d'épouvantail ce faisant. Je pose une situation qui n'est pas aboutie. Deuxième sujet concernant l'autonomie et par le jeu du législatif. Ce n'est pas une invention de ma part. Ce n'est pas une volonté de faire peur, de distiller des craintes artificielles. Vous l'avez tous signé. Tous. Le 23 février dernier, lors de la déclaration dite solennelle, vous avez pour objectif d'exercer toutes les compétences législatives sauf le régalien. Je ne vous blâme pas. Dans ces compétences-là, il y a des compétences, je pense à la sécurité sociale, je pense au régime de retraite, je pense à l'éducation nationale, je pense à la santé, qu'à titre personnel, est-ce que vous nous en reconnaissez le droit? Je n'ai pas envie, je ne souhaite pas que ces compétences-là, non régaliennes, soient exercées par une assemblée délibérante comme la nôtre. Je ne le souhaite pas. Est-ce que le président de la République, est-ce que vous, majorité, vous pouvez entendre qu'on ne veut pas aller vers cela? Je vais un peu plus loin. Parce qu'on pourrait nous faire le procès de dire « oui, vous ne voulez pas parce que c'est eux qui sont aux affaires ». Je veux le dire avec beaucoup de pudeur, mais sans faux semblant. Ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, la Corse doit le savoir, ce n'est pas les moins vertueux. Hein. Cette équipe-là, on peut leur faire confiance. Est-ce qu'il y a des démons en ce moment qui rendent la société plus délitée chaque jour en Corse? Tu parlais ce matin de peste blanche, de peste noire. Est-ce que ces gens-là ont vocation à arriver au pouvoir demain? Est-ce que c'est une hypothèse irrecevable? Moi, je n'ai pas envie de donner plus de pouvoir à ces gens-là. Pas plus que je n'ai envie d'offrir, et c'est la formule de Paul Fay. Il est d'accord pourquoi, Paul Félix? Il le dira mieux que nous. Il est d'accord parce que ça ouvre le champ des possibles. Mais les possibles vers lesquels il veut tendre, moi je ne veux pas y aller. Et il y a des milliers de Corses qui ne veulent pas y aller vers ce possible-là. Et vous nous demandez ce soir d'ouvrir la clé, qui est le pouvoir législatif, pour tendre vers cet objectif. Est-ce que, oui ou non, on peut entendre ici et à Paris qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller sur ce chemin? Est-ce que, oui ou non, il y a des gens qui peuvent entendre qu'on ne veut pas faire partie de cette épopée? Est-ce qu'il y a des gens à Paris et ici qui peuvent comprendre que nous ne voulons pas participer au film dont vous posez ce soir la bande-annonce? Est-ce que, oui ou non, des gens ici à Paris peuvent comprendre qu'après la finale, la demi-finale, on ne veut pas jouer dans cette Ligue des champions-là? Est-ce que c'est audible que d'intégrer qu'il y a des pensées alternatives sur ce sujet? C'est ça la question de fond. Et je vais en conclure. Ce faisant et ce disant, est-ce qu'on s'est oublié, les uns les autres, ceux qui me suivront dans cette analyse? Est-ce qu'on s'est oublié? Est-ce qu'on a oublié d'être optimiste? Parce que ça a été dit tout à l'heure. C'est un russe, je ne sais pas si c'est un communiste, Jean, qui disait un pessimiste, c'est un optimiste qui a bien réfléchi. Alors, on est peut-être optimiste au départ, et on a réfléchi.
On n'est pas devenu pessimiste non plus. Mais on n'a pas oublié de l'être. Je le dis parce qu'on peut sembler distiller un discours grincheux. C'est un discours qui s'ancre dans la réalité. On n'a pas oublié d'être optimiste. Est-ce qu'on a oublié d'être du côté du progrès? Moi, je crois que lorsqu'on est capable de sacrifier un peu de ses convictions présentes pour bâtir un avenir collectif, je crois qu'on est du côté du progrès. Je crois qu'on a sacrifié un peu de nos convictions présentes pour tendre vers cet objectif. Donc je crois qu'on est resté du côté du progrès. On n'a pas oublié d'être des gens de progrès, forcément des progressistes au sens où vous l'entendez. Est-ce qu'on a oublié d'être des responsables? Est-ce qu'on a fait péter le processus jusqu'à présent, quand l'occasion nous en était donnée? Est-ce qu'on s'est conduit de façon responsable durant nos travaux? Est-ce qu'on s'est conduit de façon responsable à Beauvau, en disant « nous ne sommes pas d'accord ». Je veux préciser, à toutes fins utiles, qu'il n'y a pas eu d'accord place Beauvau. Il n'y a pas eu d'accord place Beauvau. Il y a un texte qui est sorti, il y a 2 personnes qui ne sont pas d'accord avec le texte, mais qui disent, au nom du fait majoritaire, il faut faire prospérer ce texte. Il arrive aujourd'hui. On ne va pas se dédire. Moi, je n'étais pas d'accord avant, je n'étais pas d'accord à Beauvau, je ne suis pas d'accord aujourd'hui, je ne serai pas d'accord demain sur l'octroi du pouvoir législatif. Et ce soir, l'occasion nous est donnée de le dire. Ça ne fait pas de nous des gens irresponsables. Est-ce qu'on a oublié d'être nous-mêmes? Pour ma part, j'ai toujours été un régionaliste, je le souhaite. Je n'ai jamais été autonomiste. Je ne sais pas si je le deviendrai. J'ai une constance dans mon engagement. Je crois que la France a intérêt à donner de la respiration à ces territoires, notamment aux territoires les plus singuliers. J'ai voulu, en tant que régionaliste, et me semble être accompagné dans cette démarche, poser la singularité de notre territoire, qu'elle soit reconnue, et via le pouvoir d'adaptation, créer les conditions de mise en œuvre des compétences que je vois se dessiner dans l'article 1er. Je crois qu'on est resté nous-mêmes. On ne s'est pas oublié. Est-ce que, enfin, nous sommes des hommes et des femmes de paix? Est-ce qu'on a oublié cela? Est-ce qu'on a oublié le contexte dans lequel tout ça est né? Est-ce qu'on est défavorable à la paix? Est-ce qu'on est aveugle? Est-ce qu'on ne sent pas les choses? Est-ce qu'on ne sent pas la tension? Mais on a discuté. On a discuté en paix. On a discuté en paix avec nous, entre nous. Et on a discuté en paix avec l'État. Sur une formule que j'aime bien, qui est de Feli, Madame la Présidente, vous la citez, je vais la citer à mon tour. Dangon, se c'è un domani di base a mezze sciume, se c'è un domani di base a mezze sciume, parliamo insieme au Sena, parlane fiume a fiume. Je crois qu'on a discuté fiume à fiume avec l'État, en bonne intelligence. Et enfin, est-ce qu'on a oublié d'être corse? Pardon de finir là-dessus. De grâce, ne donnons pas l'impression qu'il y aurait d'un côté les bons et les mauvais Corses. Ceux qui seraient pour l'autonomie dans laquelle vous êtes engagés et pour l'autonomie dite raisonnable dans laquelle nous on s'engage. Il ne peut pas y avoir de bons et de mauvais Corses. En tout cas, s'il y a des mauvais Corses, ils sont dans les 2 camps, et s'il y a des bons Corses, ils sont dans les 2 camps. Sans rien avoir oublié, ni de ce qu'on doit être, des hommes de paix, des hommes responsables, des Corses, des optimistes. Je crois qu'aujourd'hui, d'abord, que ça nous permet d'avoir les yeux ouverts sur des réalités, sur les réalités qui nous attendent. Ça nous permet, quand on a les yeux ouverts, d'abord de nous regarder les uns les autres, tranquillement, sereinement, en dignité. Ça nous permet de regarder nos aînés, et j'y pense, parce qu'on est tous les héritiers de quelqu'un qui nous regarde. Moi, je peux regarder mes aînés dans les yeux. Je peux regarder mes enfants dans les yeux. Je crois qu'on leur doit encore davantage qu'à nos aînés. Et puis surtout, on peut se regarder dans un miroir, au fond. N'est-ce pas là tout ce qui vaille?